C'est toujours l'essentiel, on va plus loin à présent avec Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Ça va ? Ça va et vous ? Heureux de revenir. Très heureux de vous retrouver, surtout avec en une d'Afrique Magazine, un sujet qui va faire notre actualité pour cette fin d'année, le choix d'Ado Alassane Dramane Ouattara, candidat, vous le savez évidemment, à un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 25 octobre prochain et on connaît désormais la liste des candidats. Elle augmente tous les jours. Là, on est à 65. Bon, après, ils ne seront pas tous sur la ligne de départ. Mais bon, c'est un sujet très important. La Côte d'Ivoire, c'est le centre de l'Afrique de l'Ouest. C'est un peu la base de stabilité. Ouais. Et donc, tout ce processus va être important à suivre. Et c'est l'un des centres d'intérêt, évidemment, de France 24 et de ses téléspectateurs. On salue au passage, d'ailleurs, tous les Ivoiriens qui nous regardent. Face à vous, Cyril Payen, chroniqueur international à France 24. Bonjour Cyril. Bonsoir. Au sommaire aujourd'hui, quel après pour Gaza? La Maison-Blanche se penche sur l'avenir de l'enclave palestinienne après avoir promis la Riviera au Proche-Orient. Quels sont les projets de Donald Trump? Pour l'heure, c'est le huis clos total. La population israélienne, elle a manifesté en masse hier dans les rues de Tel Aviv et Jérusalem pour réclamer un cessez-le-feu et la libération des otages. François Bayrou lui recevra les chefs de partis et des groupes politiques de l'Assemblée lundi prochain. Ici en France, le Premier ministre qui tente par tous les moyens de convaincre ses opposants de ne pas voter la défiance après avoir joué son va-tout en engageant la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre prochain. Énorme erreur de calcul ou bien coup magistral, l'avenir le dira, on va en parler dans un instant. Elle figure à l'agenda de la Maison-Blanche ce mercredi. Donald Trump est censé présider une grande réunion consacrée à l'après-guerre dans la bande de Gaza. Sans qu'on sache s'il envisage toujours d'y construire cette Riviera du Moyen-Orient sans les Palestiniens, ou bien si son nouveau plan reflète les motivations humanitaires du président Trump, comme l'assure désormais son émissaire Steve Witkoff. Toujours est-il que l'heure n'est pas à l'après, tant Benyamin Netanyahou évite scrupuleusement de donner suite aux demandes de négociation sur un éventuel cessez-le-feu. Rebecca Martin. Cela fait déjà 9 jours que le Hamas a accepté la toute dernière proposition de cessez-le-feu mise sur la table. Mais la réponse du Premier ministre israélien se fait toujours attendre. Nous sortons tout juste d'une réunion du cabinet. Je ne pense pas pouvoir trop m'étendre sur le sujet, mais je dirais une chose. Ça a commencé à Gaza et ça se terminera à Gaza. Nous ne laisserons pas ces monstres là-bas. Nous libérerons tous nos otages. Et nous ferons en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. La proposition prévoit la libération échelonnée des otages pendant une trêve de 60 jours, en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Mais la médiation semble aujourd'hui au point mort. Il n'y a pas d'engagement, ce qui signifie que nous attendons toujours une réponse. Les déclarations que nous entendons ne nous donnent pas confiance dans le fait que s'il y avait un engagement, il serait positif et viserait à trouver une solution. Benyamin Netanyahou reste également sourd aux pressions de sa population, majoritairement en faveur d'un cessez-le-feu. Ce mardi, après une journée de blocage à travers le pays, plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens ont convergé vers Tel Aviv. Une mobilisation massive qui a tourné au bras de fer avec les forces de l'ordre. Le peuple, vous, chacun d'entre vous ici ce soir et toute la journée sur les carrefours, rassemblés comme jamais, tout le monde partage notre appel. Tout le monde veut que les otages rentrent à la maison. Sur le terrain non plus, les signaux envoyés par le Premier ministre israélien ne laissent présager d'une fin prochaine au conflit. Benyamin Netanyahou a donné son feu vert à une nouvelle offensive militaire contre Gaza-Ville, considérée comme l'un des derniers bastions du Hamas. Allez, on part pour Jérusalem. Noga Tarnopolski, vous êtes sur place. L'armée israélienne qualifie d'inévitable l'évacuation de Gaza. Chaque famille qui se relocalise dans le sud recevra même l'aide humanitaire la plus généreuse possible. Voilà ce qu'assure en arabe sur le réseau social X l'un des porte-parole de Tsahal, Noga. Oui, désolé Raphaël. Oui, c'est-à-dire l'armée israélienne, comme le gouvernement israélien, avance vers une occupation totale de la ville de Gaza. Ces annonces aujourd'hui sont les premiers, mais on sait déjà qu'il y a une grande quantité de personnes qui ne pourront pas laisser la ville de Gaza. Nous avons eu aujourd'hui une déclaration conjointe de l'église grecque orthodoxe et de l'église catholique
qui hébergent chez eux au moins 600 personnes qui sont trop affaiblies pour dégager, pour aller ailleurs au sud. Nous savons aussi que malgré les promesses de l'armée israélienne de fournir des tentes et d'autres équipements à ces futurs réfugiés de la ville de Gaza, nous ne connaissons pas du tout encore un nouveau camp de tentes ou un nouveau site pour eux qui a déjà été préparé. Tout paraît être assez rapidement organisé, sans beaucoup de préparatifs. Et il faut ajouter que les réservistes israéliens qui ont reçu leur avis pour retourner à l'armée ne l'ont pas encore fait. Il nous manque au moins quelques semaines pour que toute cette mobilisation militaire soit préparée. Merci Noga Tarnopolski. Manifestement, là où vous vous trouvez, il y a, semble-t-il, un peu d'agitation. On va vous laisser évidemment pouvoir vous isoler. On aura compris, en tout cas, la situation à Gaza. Ziad Limam, les Palestiniens ne peuvent pas quitter Gaza pour des raisons éthiques, mais aussi tout simplement des raisons pratiques. Ils sont pour beaucoup trop affaiblis par cette situation de famine qui rend impossible même les déplacements de population. On sent qu'il y a une volonté d'exode encore plus massif aujourd'hui de la part des Israéliens à Gaza? On sent que, pour le moment, sauf pression massive extérieure, et quand je parle d'extérieur, je parle de ce qui se passe à Washington, donc c'est pas forcément rassurant, le plan Netanyahou continue à se dérouler, c'est-à-dire une victoire totale dans la guerre à Gaza, c'est-à-dire le démantèlement de ce qui resterait des cellules du Hamas, la prise de Gaza City, vider Gaza City, parce qu'il y a quand même en deuxième plan de cette victoire contre le Hamas, il y a aussi de vider la bande de Gaza. Malgré tout, ça reste un objectif plus ou moins construit. Et donc il est dans une course contre la montre aussi, parce qu'il sent bien que d'abord son opinion publique bascule progressivement, pas encore de manière suffisante malgré les manifestations, mais l'opinion publique bascule, que l'opinion publique mondiale bascule. Le dernier bastion réellement de soutien, c'est Donald Trump. Et donc ça, on ne sait pas, Donald Trump, ça peut bouger ou ça ne peut pas bouger. Et puis, je sais pas, on parle de Gaza City comme d'une ville opérationnelle et fonctionnelle, mais c'est une ville qui est aux trois quarts détruite. C'est une ville qui a été bombardée intensément. C'est une ville où il y a des... Alors, on ne sait plus, centaines de milliers, moins d'1 million. Enfin, c'est des chiffres absolument stupéfiants. Et donc, imaginez que ces centaines de milliers ou ce million et quelques de gens vont juste sortir d'une ville en ruine pour aller où ? Pour aller sur quel camp qui n'existe pas? Pour quelle promesse alimentaire? Alors que dans les autres camps de réfugiés, il n'y a pas d'aide alimentaire. Donc, on voit bien quand même que il y a quelque chose de réellement extrême dans la position du gouvernement israélien, qui est d'aller à cette victoire coûte que coûte, le plus loin possible, parce que je pense que réellement, au fond, il y a des considérations politiques certaines de politique intérieure, mais je pense aussi que dans le inner sanctum Netanyahou et les quelques têtes pensantes, il y a cette idée que c'est une opportunité historique de créer ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire un grand Israël, Gaza inclus, les territoires de Cisjordanie inclus, la neutralisation du Liban, la neutralisation de la Syrie, la neutralisation des voisins, de l'Iran, etc. Il faut y aller. Et que voilà, c'est maintenant. Et c'est dramatique parce que, encore une fois, la seule personne aujourd'hui qui peut mettre un terme à ce désastre humanitaire, mais militaire aussi, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est le président des États-Unis qui fait des réunions secrètes dans son bureau avec des gens qui ont... Enfin voilà, quoi, c'est surréaliste. On va aller à Washington dans un instant, mais Cyril Payen, je voudrais avoir votre avis. L'objectif tel que l'a présenté Benyamin Netanyahou, en limitant finalement le contrôle du territoire à la ville de Gaza, c'est le Hamas. Ça va au-delà, d'après vous? C'est un contrôle de l'ensemble de la bande et donc la vider aussi de sa population? C'est assez clair. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quand même une levée croissante de la société civile israélienne qui ne s'y trompe pas, et ce que disait Ziad très, très justement.
on est dans un narratif qui est très simple, c'est qu'en fait, le Benyamin Netanyahou, cette cellule, en fait, très va-t-en-guerre, jusqu'au boutiste, et jusqu'où on ne sait pas, mais très très loin, sait qu'elle a perdu la bataille du narratif, la bataille de l'information. Ils sont envers et contre tous, avec cet allié de taille qui est Donald Trump, qui est Washington. Donc il y a vraiment un projet absolument maximaliste, extrême, de recolonisation. Je rappelle que les dernières colonies israéliennes à Gaza ont été évacuées sous injonction d'Ariel Sharon en 2005. Donc c'est quelque chose qui est un trauma aussi dans la population d'extrême droite en Israël, mais d'une recolonisation, mais sur des ruines. Parce que ce qu'on dit, d'après des négociateurs au Caire de cette énième tentative de cessez-le-feu qui a achoppé il y a 9 jours, c'est que les plans sont vraiment d'évacuer le million de Gazaouis qui sont à Gazaville, mais surtout de raser Gazaville comme les 70% de Gaza. Donc on est vraiment, encore une fois, dans une position maximaliste où on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et effectivement, Donald Trump est en train de discuter, va parler d'après-guerre, mais de quoi va-t-il parler? On pense qu'il va surtout vendre de l'illusion et gagner du temps, puisqu'ils sont tous les deux, Benyamin Netanyahou et Donald Trump, sur la même ligne. Alors on ne sait pas de quoi va parler Donald Trump. La seule indication que l'on a, c'est celle qu'a donnée son émissaire Steve Witkoff aujourd'hui. Écoutez. Oui, nous avons une grande réunion à la Maison-Blanche, dirigée par le président, et c'est un plan très complet que nous allons mettre en place dès le lendemain. Et je pense que beaucoup de gens vont voir à quel point il est solide et à quel point il est bien intentionné. Sonia Dridi, vous êtes à Washington. Quel plan peut sortir de la Maison-Blanche ? Alors tout d'abord, on a très peu d'informations sur cette réunion qui ne figure même pas au programme du jour officiel qui est communiqué aux journalistes. Mais un officiel de la Maison-Blanche nous a confirmé avec des collègues qu'elle allait bien se dérouler aujourd'hui. On ne sait pas encore si elle a commencé ou si elle va bientôt commencer. Mais selon le média Axios, eh bien, seront présents à cette réunion notamment l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et Jared Kushner, qui est le beau-fils du président Trump, qui était lors de son premier mandat son conseiller sur le Moyen-Orient malgré son inexpérience. Et ces deux personnes notamment sont censées présenter au président américain un plan pour l'après-conflit. Ils doivent aussi, selon des sources dans les médias américains, eh bien, un plan pour augmenter l'aide humanitaire envoyée dans la bande de Gaza, alors que la bande de Gaza fait face à une famine. Il y aura donc des discussions sur le plan humanitaire. Selon l'envoyé spécial du président Steve Witkoff, ces discussions vont montrer les motivations humanitaires du président Trump, qui, même si en public il affiche régulièrement son soutien au Premier ministre israélien, eh bien en privé il a plusieurs fois laissé passer sa frustration. Et récemment, selon des officiels à la Maison-Blanche, il aurait lancé à des conseillers « Réglez-moi ça ». Il a dit qu'il n'en pouvait plus de voir ces images terribles à la télévision. Il avait déjà laissé entendre sa frustration récemment face aux images de souffrance des enfants palestiniens. Donald Trump qui voit également dans la bande de Gaza une terre d'opportunité, puisqu'en février dernier, il avait lancé cette idée d'une Riviera du Moyen-Orient dans la bande de Gaza. Et c'est un projet notamment sur lequel travaillerait le think tank de Tony Blair, qui sera donc présent lors de cette réunion aujourd'hui. Merci Sonia Dridi. On ne sait plus très bien parce qu'on ne voit pas comment la Riviera au Moyen-Orient, c'est vraiment compatible avec l'aide humanitaire aux populations sur place à Gaza, aux Palestiniens. Je pense qu'il y a toujours cette idée chez Trump et les gens qui l'entourent, et Tony Blair et Jared Kushner, etc., il y a toujours cette idée qu'il y a une solution qui pourrait émerger à travers une espèce de magie du business, de la transformation sociale, etc. On pourrait prendre le territoire, le mettre sous administration, reconstruire, etc. Mais à chaque fois, le mot palestinien n'existe pas. À chaque fois, le mot palestinien est absent. Il n'y a pas quelqu'un qui représente, on ne sait pas qui il y a exactement, mais dans cette réunion, il n'y a pas quelqu'un qui représente un tant soit peu ce que ressent le corpus palestinien. Donc c'est ça que je trouve dingue dans tout ça. Mais Tony Blair, qu'on a connu émissaire au Proche-Orient, n'était pas aligné sur les positions israéliennes. Oui, après, il fait des affaires. Il fait des affaires. Et puis, son cabinet est très impliqué. Enfin, je ne vois pas très bien ce qu'un
je vois très bien dans quelle capacité il est là. Il a une espèce de think tank qui monnaie quand même ses think. C'est des think payants. Il travaille pour plusieurs pays dans le monde. Bon, c'est sûrement quelqu'un de très brillant, très intelligent. Mais encore une fois, quelle est la légitimité de ces gens? Bon, le président des États-Unis, c'est le président des États-Unis, mais quelle est la légitimité de ces gens de dire, voilà ce qu'on va faire, et c'est génial, ça va tout changer, etc. Les accords d'Abraham, je ne sais pas si vous avez remarqué, ne concernent que des États qui ne sont pas frontaliers. Tous les États frontaliers, c'est impossible, puisque l'idée, c'est de les neutraliser complètement. Donc, Jordanie, Égypte. Alors, Jordanie, Égypte, c'est la neutralisation. Mais la neutralisation, c'est absolument invraisemblable. Qu'une nation comme l'Égypte et ses 110 millions d'habitants et toute son histoire, il n'y a pas un son, pas un bruit, pas une image d'empathie pour ce qui se passe à leurs frontières. Et même chose pour la Jordanie. À la limite, la Jordanie, on peut se dire, c'est très fragile, ils ont la moitié de la population qui est palestinienne, et puis surtout, ils savent qu'ils font partie des plans les plus dingues, qui consisteraient qui consisteraient à recréer une Palestine de l'autre côté du Jourdain, chez eux. Donc, tout ça est fou parce que, encore une fois, il y a la question des otages, il y a la question du Hamas, et il y a la question de l'identité et de la nation palestinienne qui doit être au centre de la discussion. Et tant que cette question n'est pas au centre de la discussion, on n'avancera pas. En se disant prêt à transférer à une administration civile palestinienne débarrassée du Hamas la gouvernance de la bande de Gaza, et à condition que le Hamas soit désarmé et libère les otages, est-ce que Benyamin Netanyahou n'a pas admis finalement que la vocation de Gaza était... Il a vraiment dit ça aussi clairement. Oui, parce qu'on entend, on entend aussi administration militaire, on entend plein de choses. De toute façon, on entend effectivement beaucoup de choses, mais tout ça, c'est vraiment de la science-fiction. Quand on est confronté au réel, et je suis entièrement d'accord sur les propositions qu'on a qui émanent de Washington ou les propositions d'une brutalité, d'une violence sans nom et qui pèseront certainement sur la conscience de l'humanité, en tout cas la morale, ça l'avenir le dira, mais c'est déjà clair. Mais on est vraiment dans la science-fiction, le transfert de pouvoir, mais de quoi parle-t-on? On va raser ce pays, faire une Riviera sur un Eldorado, sur un charnier, et où vont aller les 2,3 millions de Palestiniens qui, à chaque fois, sont tellement déshumanisés. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de victimes, on conteste tout. Le narratif israélien, ce soir, il y avait une réunion au Conseil de sécurité à l'ONU, et il y a eu ce témoignage glaçant. Alors oui, les Israéliens, le gouvernement israélien, pardon, pas les Israéliens, fustigent les déclarations, le narratif des ONG, les gens qui travaillent sur le terrain. La directrice de Save the Children, qui est quand même une très grande organisation non gouvernementale, a fait ce récit glaçant sur la famine qui est récusée par le gouvernement israélien, qui demande à l'ONU de retirer ce label famine, sans quoi, je les cite de mémoire, il travaillerait pour faire du lobbying, pour retirer l'argent des bailleurs. Bref, cette femme dit au Conseil de sécurité il y a 2 heures, le silence dans les hôpitaux, les hôpitaux d'enfants, le silence, puisque les enfants sont en train de mourir par centaines de famine, c'est-à-dire qu'ils agonisent en silence. Ils n'ont même plus la force de pleurer ou de se plaindre. Donc la réalité de Gaza, elle est très très loin de transfert de pouvoir, de départ du Hamas. Oui. Je parle aux négociateurs, je le disais tout à l'heure, le Hamas, s'il vous laisse rendre, mais comment? En vertu de qui? Il faut une force d'interposition. Le Hamas va certainement pas, les 20 000 membres du Hamas qui se terrent dans les tunnels, sans doute, à Gaza City, parce que le reste du pays n'existe plus, de Gaza, ils ne vont pas se rendre aux Israéliens. Enfin, c'est du non-sens. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est à la fois dystopique, parce que comment l'humanité peut créer un tel degré de violence, qu'elle soit justifiée, qu'elle ait pu être justifiée à un moment, et puis qu'il ne s'arrête jamais, et de parler effectivement de fabrication d'un nouveau Gaza, comme vous le disiez, Donald Trump adore régler rapidement les problèmes par l'argent, par le retour du business, tout le monde va être beau et magnifique, vive l'IA. Mais on est très 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 loin de tout ça. On est vers un exode massif d'une population, vers des pays, la Jordanie et l'Égypte dont on parlait, qui de toute façon n'ont pas les moyens de les accueillir. Donc c'est très dystopique. Un dernier mot sur ces manifestations hier en Israël. Est-ce qu'elles sont... Alors elles ont été importantes par la foule. Représentent-elles vraiment... une masse d'Israéliens au plan politique, en tout cas. Ce qui est très impressionnant, c'est la persistance.
Parce qu'il y a eu plusieurs séquences. D'abord, il y a eu les grandes manifestations contre la tentative de dénaturer la démocratie israélienne. Vous savez, quand il y avait eu les histoires, Cour suprême, tout ça, etc. Donc, il y avait ce bloc. Il y a eu le traumatisme du 7 octobre qui a fissuré quand même, qui a ébranlé la société israélienne, et c'est tout à fait compréhensible. Et puis, petit à petit, ça s'est reformé, et ça fait des semaines que des dizaines de milliers de gens sont dans la rue. Et la clé aujourd'hui, si on avait affaire à une démocratie fonctionnelle face aux enjeux, face aux décisions qu'il y a à prendre, il y aurait des élections, on verrait clair. On verrait clair. Mais le problème aussi, c'est que c'est un peu comme aux États-Unis, c'est un peu comme ailleurs. Les leaders de gauche ou de centre-gauche, etc., en Israël, zéro son, zéro image, zéro rien. C'est-à-dire c'est un mouvement qui est dans la rue, c'est un mouvement qui est porté par les familles des otages, mais aussi qui est porté... Moi, j'ai des amis qui vivent là-bas. C'est une société qui est totalement militarisée en ce moment. C'est une société qui est en forme de crise économique latente, permanente, parce que les gens sont au front, reviennent, les emplois sont perturbés, les gens ne vont plus. C'est quand même... vous avez vu l'échange d'une extrême violence entre le président Macron et le Premier ministre Netanyahou. Il y a quand même un problème de... Quand les Israéliens voyagent, excusez-moi, moi j'en ai croisé cet été, quand les Israéliens voyagent, ils sont sur la défensive. C'est-à-dire, il y a des gens qui quittent Israël pour aller s'installer à Bangkok, pour aller vivre autre chose. Donc ça ne peut pas durer. Cette situation, que ce soit pour Israël, que ce soit pour les Palestiniens, que ce soit pour la région, il faut que ça s'arrête. Alors le problème, c'est qu'avant, il y avait un arbitre, même s'il était partial, mais qui était relativement raisonnable. Et là, il n'y a plus rien à part quelqu'un dont on nous dit... peut-être qu'il a des émotions de temps en temps qu'il traverse en regardant la télé, mais ça ne suffit pas pour faire une politique américaine qui remette de la paix et un début de processus, comme vous le disiez, parce que ce serait vraiment le tout début d'un processus. Sur la population israélienne, c'est l'honneur d'Israël, ces manifestations. C'est l'honneur d'Israël, voilà, avec cette incroyable résilience pour arriver à... Parce que dans les manifestations, il y a effectivement, c'est mené en grande partie par cette énorme inquiétude sur l'avenir des otages. Du cessez-le-feu, évidemment de l'avenir des otages, mais on voit aussi maintenant un mouvement de plus en plus important issu de la société civile qui réclame l'arrêt de l'horreur de cette... Qui remet la question palestinienne au centre de la politique israélienne, alors qu'elle en avait ça, c'est l'honneur d'Israël, hein. ça, c'est certain. Elle a toujours été là. Elle est poussée. Mais c'était un non-dit pendant longtemps. Oui. Mais on est peut-être dans l'irréversible, et c'est ce que le sentent beaucoup d'Israéliens qui, vous les avez raison, fuient le pays eux aussi. On en vient à la crise institutionnelle ici en France, en engageant la responsabilité de son gouvernement. Ce sera le 8 septembre, soit 2 jours avant la date prévue pour un mouvement social dans le pays. François Bayrou a pris un grand risque, inconsidéré d'ailleurs pour nombre d'observateurs de la vie politique. Le Premier ministre, depuis, se démène pour tenter de convaincre une opposition qui, si elle s'unit, comme cela semble être le cas, a bien les moyens de le faire tomber. Le chef du gouvernement recevra lundi les chefs des partis et des principaux groupes parlementaires à Matignon. Ziad Limam, c'est l'apprenti sorcier, un peu comme l'épisode de la dissolution l'année dernière, où vous pensez qu'il y avait vraiment une vision... j'ai pas d'affection particulière pour notre Premier ministre, qui est un personnage d'expérience. On dit madré en français, j'aime bien cette expression, madré. De toute façon, soit il prenait, j'allais dire, le devant en provoquant un vote, soit de toute façon il passait à la casserole. On disait la même chose pour justifier la dissolution l'année dernière. Non. Et il y a l'exemple Barnier. Barnier, il est allé jusqu'au bout, il s'est pris sa motion de censure, il est rentré chez lui. Ce monsieur dit, je vais au devant. Je crée le choc en espérant, parce qu'il sait que s'il va au budget devant le Parlement, il sait qu'il y aura une motion de censure et qu'il sera battu. Donc il va au devant et il dit j'interpelle le Parlement avant que ce Parlement ne me liquide et on verra bien qui est responsable de quoi. Parce que, en fait, on est fasciné par le destin des uns et des autres, de ces premiers ministres, etc. Bon, c'est quand même le 5e en France. On n'avait pas vu ça, ou le 4e depuis 2022. Ouais, enfin, c'est rare. Il faut remonter à la 4e République. Parce que le fond de tout ça, c'est quand même la crise politique. Le fait que la France n'est pas gouvernée, qu'elle n'est pas gouvernable, qu'il y a un Parlement introuvable, qu'il y a une Chambre introuvable, on disait ça à l'époque de la 4e République, qu'il y a un président qui est en fin de mandat, qui est forcément, le pauvre, chaque jour qui passe, il est démonétisé. Alors il se bat sur les fronts internationaux, mais l'énergie le quitte. C'est terrible le pouvoir. Quand on sait qu'il y a pas, quand on sait que c'est pas renouvelable, le bail n'est pas renouvelable, ça fuit de tous les côtés. Les 3/4 de cette Assemblée n'ont pas intérêt à sauver
sauver le soldat Bérou alors qu'il y a des élections qui se présentent dans 2 ans. Ni forcément à aller aux urnes d'ici la fin de l'année non plus. Oui, mais on n'a pas la classe politique et les gens qui peuvent aujourd'hui... Et je ne pense pas que les Français soient complètement dupes de tout ça. C'est-à-dire qu'ils savent... Je pense que les Français savent que le pays est dans les difficultés. Après, encore une fois, on en parlait en préparant l'émission, qu'est-ce qu'une mesure injuste ? Qu'est-ce qu'une réforme juste ? C'est très politique tout ça. Donc s'il n'y a pas un centre politique qui dit c'est ça, s'il y a 35 centres politiques et un président en fin de parcours, ça devient vraiment compliqué. La France est en crise, vue de l'étranger. Cyril Payen, est-ce qu'on l'a bien cherché ou est-ce que ce sont les éléments qui se déchaînent et peut-être aussi la rançon de 30 ans de dérive des comptes publics ? C'est sans doute ça, mais ce qui est intéressant, c'est que la France est démonétisée, oui c'est certain, et c'est sans jeu de mots, parce que je ne parle pas de la dette, mais que c'est très vu à l'étranger, même sur le continent africain, où il y a eu ces démêlés post-coloniales un peu amers. Évidemment, il y a une notion de sorte de victoire aussi, a posteriori, en disant regardez l'état de ce pays qui nous a donné des leçons. Donc il y a un rééquilibrage, mais des inquiétudes parce qu'il faut un leadership, excusez mon franglais, il faut des meneurs en Europe, surtout à cette époque très troublée de la remondialisation. Ouais. Emmanuel Macron ce soir en Moldavie. Il était, oui effectivement, mais c'est du cas par cas. On vit dans un temps extrêmement accéléré et on n'est plus les meneurs. Et beaucoup de pays en Europe notamment espéraient ou croyaient dans ce rôle de meneur qu'aurait pu incarner la France pour les raisons historiques, pour les raisons de la personnalité du président. Le discours de la Sorbonne, dont on se souvient en 2017, tout ça est un temps ancien. Alors peut-être que la résilience française, les mousquetaires, on n'est jamais aussi bon quand on est dos au mur. Peut-être que le miracle va arriver, mais vous avez raison, très peu de Français, quand on va dans la rue, à Paris ou ailleurs, y croient beaucoup. Et c'est ça aussi le plongeon vers le populisme qui est en train de se répandre partout en Europe et ailleurs. Ce sera le mot de la fin. Oui, parce que les gens qui... Il y a pas que le plan Bérou soit injuste peut-être, je ne le connais pas dans les détails, mais c'est vrai que si on coupe, si on ponctionne, il y aura des injustices ou il y aura des douleurs sociales. Mais moi, je n'ai pas entendu un plan Rassemblement National, je n'ai pas entendu un plan Parti Socialiste, je n'ai pas entendu un plan des Lyotte, à part nous dire que la chasse c'est super et que c'est gênant de ne pas avoir de la chasse. Je n'ai pas entendu LFI parler de choses à peu près constructives. Et donc, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que OK, c'est pas le bon truc, mais... Amender, proposer, à part nous dire ceux-là doivent partir. Okay, mais vous parlez d'Europe, ça va pas nettement mieux en Allemagne, ça va pas beaucoup mieux en Angleterre. Ça va mieux en Italie. Mais il y a l'Italie, et alors du coup, le label ingouvernable, c'est vraiment apposé maintenant, vue de l'étranger, sur la France, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. C'est plus la Belgique, c'est plus l'Italie. C'est nous. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Ziad Imam, Cyril Payen, on va plus loin, c'est terminé. L'essentiel continue, c'est dans 3 minutes. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hildebrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24.